Bienvenue sur Histoire de chien, le podcast qui donne une voix au lien unique entre chiens et humains. Ici on raconte des histoires émouvantes, parfois drôles, parfois plus dures, mais toujours profondément remplies d'amour. Partager sa vie avec un chien, c'est aussi traverser des doutes, des questions, des moments forts et ressentir le besoin de ne pas être seul. Ici on se reconnaît, on se réconforte, on partage. Et parce que derrière chaque chien, il y a une histoire qui change une vie, alors ici on raconte des histoires de chiens, mais aussi des histoires d'humains. Je m'appelle Julia et je vous accueille dans ce podcast qui, j'en suis sûre, vous parlera. Quand on décide d'adopter un chien, on découvre parfois qu'il porte en lui des bagages émotionnels bien plus lourds qu'on ne l'imaginait. Des blessures invisibles qui se révèlent peu à peu et face auxquelles on se sent parfois complètement démuni. Quand Ingrid et Cup adoptent Gus, un petit pinscher né d'une maman dont l'histoire n'est pas des plus heureuses, il voit grandir en lui un chien réactif aux humains et aux congénères. Et même si Gus grandit entouré d'amour, même si Ingrid et Cup font tout leur possible pour l'accompagner, tout n'est pas complètement gagné. Le quotidien s'organise alors autour de ses peurs, de ses réactions et de tous ces petits détails qui peuvent parfois faire basculer une situation. Puis un jour, un autre projet prend forme, celui d'accueillir un enfant, un vrai cette fois-ci. Une situation qui oblige à anticiper, à vivre dans le futur. Pas toujours le futur rêvé, mais celui qu'on redoute. Ingrid imagine alors le pire, tous ces scénarios que seuls ceux qui vivent avec un chien dont ils ne maîtrisent jamais complètement les réactions peuvent vraiment comprendre. Un chien réactif est-il compatible avec l'arrivée d'un nouveau-né ? Au fond, la vraie question, elle est ailleurs. Faut-il continuer à y croire quand on a l'impression d'avoir tout essayé ? Et parfois, la seule option est justement de ne pas se laisser d'autre choix que celui d'y croire. Parce qu'Ingrid le voit, ce potentiel chez Gus, et qu'elle est persuadée que derrière les peurs et les difficultés d'un chien peuvent se cacher des ressources auxquelles personne n'avait pensé, si seulement on leur laisse la chance de nous les montrer. Hello Ingrid. Hello. Bienvenue sur Histoire de chien. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Avant de raconter ton histoire avec Gus, est-ce que tu peux te présenter pour que les gens comprennent un petit peu qui tu es, s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Ingrid, j'ai bientôt 40 ans. Je viens d'avoir une petite fille. Elle a 1 an quand même, mais c'est pas si lointain que ça. Et donc, j'ai adopté Gus il y a 3 ans. Un pinscher nain, donc avec quelques petits soucis de comportement. Ouais, on va en parler. Mais qui est adorable au quotidien et que j'aime plus que tout. Ok. C'est mon fils, je l'appelle mon fils. Ouais, c'est ton premier enfant. Ouais. C'est mon premier fils poilu, comme je l'appelle. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le cheminement de comment en fait vous en êtes arrivé à vouloir adopter un chien ? Comment vous y êtes pris, quel était tout le cheminement et comment vous êtes tombé sur Gus finalement ? Alors, moi j'ai eu 2 chiens quand j'étais petite, pendant mon enfance, avec mes parents. Un premier chien qui s'appelait Filou et une chienne qui s'appelait Féline. Donc j'ai toujours été entourée de chiens et pour moi c'était quelque chose vraiment que je voulais dans ma vie. C'est une source de bonheur inépuisable et puis c'est une complicité incroyable au quotidien. Donc c'était vraiment important pour moi d'avoir un animal de compagnie et donc un chien. Mon conjoint, avec qui je suis depuis maintenant 4 ans, okay. Lui n'a jamais eu d'animal de compagnie. Donc ça a été un cheminement plutôt long, c'est-à-dire de persuasion, d'arguments pour et contre. Et finalement, il a fini par accepter. Et donc, on a fait appel à une association qui s'appelle YouCare. C'est monsieur, d'ailleurs, qui a pris l'initiative de regarder les diverses annonces sur Internet. Comment vous avez trouvé YouCare ? Sur Internet, comme de ça. De manière tout à fait Google, classique. adoption, voilà, Google, barre de recherche, chien à l'adoption. Et puis, on a regardé les différents sites. Et un jour, mon conjoint me dit j'ai trouvé une association qui a l'air pas mal. Et en ce moment, ils ont des pinschers nains. Alors, moi, je m'étais portée plus à la base sur des associations où c'est des chiens qui étaient plus âgés,
rescapé, peut-être avec des difficultés, enfin des problématiques physiques, des choses comme ça. Moi, je voulais vraiment... Parce que tu te sentais d'accueillir un chien qui avait Oui. justement ce genre de problématique. Oui. Pourquoi? Parce que... Moi, j'ai le sentiment qu'il y a énormément de chiens qui sont abandonnés ou laissés au bord de la route ou voilà, qui ont des problématiques de comportement et qui sont livrés un peu à eux-mêmes parce que les maîtres ne peuvent pas s'en occuper et donc les associations les récupèrent et je voulais vraiment sauver un animal. Ouais. Pour moi, c'était très important. Et puis mon conjoint, voilà, est revenu vers moi en me disant mais regarde, il y en a un qui vient de naître, il est sur tel site internet, ils ont l'air sérieux, qu'est-ce que t'en penses? Et puis finalement, je me suis dit allez, pourquoi pas Donc, prendre un tu te bébé. projetais pas forcément avec un Non. bébé. Donc ton chien imaginaire à toi, c'était justement ce chien peut-être un peu âgé ou avec des problématiques Oui. physiques. Ok. Ouais, Et que lui, il avait... Cube, lui, il avait vraiment envie d'avoir un chien, un bébé, quoi. De grandir, le premier en fait. chien, hein. Oui, voilà. Son premier chien. Et je pense que c'est tout à fait honorable et pertinent, en fait. Parce Oui. que quand on n'a jamais eu de chien, on a envie d'en avoir un dès son plus jeune âge. Donc, en fait, c'était louable de sa part d'avoir cette pensée-là et je l'ai suivi là-dedans. Voilà. Ouais, ok. Et donc, comment ça se passe, cette rencontre avec le petit Gus? Alors, Gus, donc, on s'était positionné sur un autre chien Ok. de la portée au départ. Et Youcar nous a contacté. Donc, j'ai fait une demande, bien évidemment. J'ai rempli un formulaire. J'ai expliqué quelles étaient les conditions d'accueil de ce chien. Donc, à savoir, voilà, le nombre de mètres carrés de la maison, est-ce qu'on a un extérieur, etc. Donc, on a rempli ce formulaire-là. Et puis, ils sont revenus vers nous en nous disant ce chien n'est plus disponible, mais en revanche, il y en a un autre de la même portée. Il s'appelle Gus. Et bon, ils avaient tous à peu près la même tête, hein, donc, parce que c'était la même portée. Donc, j'ai dit oui, pas de problème. Moi, ça me convient tout à fait. Ouais. Et on a pris contact. Donc, on a pris un rendez-vous avec eux. On les a rencontrés. Et puis, ils nous ont donné le contact de la famille d'accueil qui s'appelle Béatrice et qui nous a par la suite reçus chez elle. Chez elle, ouais. Ok. Et donc là, vous découvrez Gus. Oui. Alors, Gus, qui était donc le dernier de sa portée à rester dans cette famille d'accueil avec sa maman. Sa maman Jolie. Et donc, on a découvert un Gus très timide. Quand on est arrivé dans le salon de cette dame Béatrice, très timide, un petit peu peureux sur la retenue. Et Béatrice nous a gentiment proposé d'aller le promener quelques minutes en bas dans la rue pour pouvoir être en toute intimité avec lui, apprendre à le découvrir seul et non plus avec sa maman et sa deuxième maman famille d'accueil. Et là, c'est vrai qu'on a découvert un autre Gus dans la rue. Parce que il était toujours aussi timide dans l'appréhension du monde. Là, il découvrait un peu l'extérieur, donc on sentait qu'il n'était pas... Mais parce que c'était un bébé, donc en fait, il n'était pas tellement sorti avant, non. en fait. Non. Bah oui, c'était une de ses premières balades, Exactement, ça faisait partie, je pense, de ses premières balades. Donc, il était quand même apeuré par le monde extérieur. Et puis, à un moment, je me suis accroupie. Et je sais pas, je lui ai parlé comme à un bébé. Je lui ai dit, mais ça va, tout va bien, mon petit Gus et tout. Et là, Gus s'est transformé. C'est-à-dire qu'il a eu un regard envers moi de « Oh là là, mais je me sens soutenue, c'est super, j'ai des encouragements, j'ai une petite voix douce. » Et là, mais il m'a regardé avec des yeux, puis il a commencé à me lécher le visage. C'était le coup de foudre. Ah oui, là, ça a été le coup de foudre. J'ai regardé mon conjoint et je lui ai dit « Oh, il est extraordinaire ce chien. » Et Cube, c'était pareil pour lui? Il a eu un sentiment de « Oh là là, regarde ce qui se passe, il a l'air super heureux. » Il a commencé à remuer la queue. Enfin, là, on s'est dit il est super. C'était le bon, Et donc vous adoptez le petit Gus. Il arrive chez vous et vous découvrez quel chien? Comment ça se passe, du coup, les premiers jours, les premières semaines? Est-ce que c'est le même chien que vous avez vu chez Béatrice? Est-ce que son comportement change? Forcément, c'est un tout nouvel environnement, il n'y a plus sa maman.
Comment ça se passe? Alors, je voulais juste dire avant de terminer, avant de clore le chapitre sur cette Ouais. première rencontre, en fait, quand on est remonté dans l'appartement de Béatrice Ouais. et qu'on lui a dit, ben, nous, on se positionne sur ce chien, enfin, on l'a adoré, on le veut. En Ouais. fait, quand on est sorti de l'appartement, Gus nous a suivis Non. jusque dans l'escalier et il aboyait comme s'il voulait pas qu'on parte. Donc, ça nous a énormément touchés, ça nous a renforcés dans l'idée de l'adopter. Et donc, pour répondre à ta question, quand Gus est arrivé chez nous, donc, je me rappellerai toujours, j'avais une activité à faire professionnelle ce soir-là, parce que c'était le soir. Et donc, on est allé le chercher et à 19h, je devais faire un événement de 19h jusqu'à 22h. Donc, c'est Cup, en fait, qui a accueilli notre chien chez nous. Okay. Et je pense qu'il était un peu perdu, il ne savait pas trop comment faire parce que c'est son premier chien. Ouais. Et Gus est resté quasiment dans son sac de transport tout le temps. Il ne voulait pas bouger, il a fait pipi dans son sac de transport et il ne voulait pas sortir de son sac de transport. Il était très apeuré. Ouais. Et puis après, donc, je suis revenue, je lui ai dit non, mais on va essayer de le faire renifler l'appartement, de le faire qu'il ait confiance en lui un petit peu plus et dans les objets qui l'entourent. Et après, ça s'est plutôt bien passé. Il était très mignon. La première nuit, il a dormi avec nous dans le lit. Le matin, il s'est réveillé, il a joué avec nous. Il était super content d'être là. Enfin, j'ai senti vraiment un chien très heureux, très joyeux. Ouais, donc vous étiez réconforté dans cette décision et finalement il était à la bonne place, quoi. Ok. J'avais l'impression en tout cas de ça. Ouais, t'avais l'impression. Et du coup, les prochaines semaines, comment ça se passe? Du coup, vous découvrez un peu votre vie à trois. Alors, l'association nous avait dit de ne pas le sortir à l'extérieur parce qu'il n'était pas encore vacciné. Et je pense que ça, c'est une erreur. Très clairement, moi, je l'ai vécu comme une erreur parce que effectivement, il y a des risques d'infection ou peut-être s'il entre en contact avec d'autres chiens. Effectivement, mais je pense que c'est pas forcément la bonne solution. Il faut savoir qu'on va toujours mettre un cadre autour de ces sorties, c'est-à-dire que s'il sort sans être vacciné, on va toujours être très vigilant, éviter qu'il rentre en contact justement avec des chiens. Il y a plein de gens qui sortent avec des bébés et qui te préviennent en fait dès que tu t'approches avec ton chien, qui te disent alors attention, il n'est pas vacciné, donc je préfère rester en fait à distance. Mais nous, on n'a pas eu cette démarche-là parce qu'on a vraiment écouté l'association et je pense qu'avec le recul, on n'aurait pas dû parce que la sociabilisation aurait pu l'aider à avoir moins de difficultés aujourd'hui, je pense. Donc ça, je pense que ça a été notre première erreur, c'est de ne pas le faire sortir et lui faire découvrir le monde extérieur, ses congénères peut-être de loin, mais en tout cas lui faire découvrir ses congénères d'une manière lointaine. Ouais. Et puis surtout, c'est qu'au bout du premier mois, il s'est cassé la patte. Non. Il est monté sur le rebord du canapé et en fait, il s'est fracturé la patte. Mais c'est vrai que Gus, l'autre petit Gus, pareil. Ouais. En fait, c'est des chiens qui sont extrêmement fragiles. Ouais. Et c'est fou. Donc, ok. Donc, il s'est cassé la patte. Il s'est cassé la patte et donc au bout d'un mois de vie à la maison, donc sans sortir, on le sortait, mais c'était en bas de l'immeuble, donc il n'y avait aucune interaction avec d'autres humains, peut-être un passage très rapide, mais en tout cas aucune interaction avec d'autres chiens. Donc, il était assez isolé. Et puis, il s'est cassé la patte. Donc là, le vétérinaire nous a dit il ne faut absolument pas qu'il saute, qu'il court, qu'il marche trop vite pendant 1 mois et demi. Donc, il est encore resté à la maison pendant 1 mois et demi sans sortir. Et là, je pense que les deux cumulés, en fait, ça a créé une difficulté de comportement vis-à-vis de ses congénères. Ouais. Et donc, c'est quoi les difficultés dont tu parles ? Alors, c'est quoi la première difficulté à laquelle vous êtes confrontés ? Ça commence comment ? La première difficulté à laquelle on est confronté, c'est donc à la fin de sa guérison, on le sort, on l'amène vers le monde extérieur et déjà en prenant l'ascenseur, quand il y a des gens qui rentrent dans l'ascenseur, il essaye de mordre les gens. Ok, donc c'est le premier comportement que vous voyez où vous dites mince. Le premier. Il y a un truc,
il y a quelqu'un qui rentre dans l'ascenseur, agressivité, aboiement, tentative de morsure. Enfin, voilà. On se rend compte qu'il y a une petite problématique et surtout que ça n'arrive pas qu'avec les adultes, mais aussi avec les enfants. C'est-à-dire qu'il n'a aucune aucune conscience d'un grand être humain et d'un petit être humain. Pour lui, c'est la même chose, c'est un ennemi en fait, parce que je pense qu'il le voit vraiment comme un ennemi, une attaque, ou alors peut-être qu'il y a un phénomène de protection vis-à-vis de nous, je protège ma maître. C'est ça, parce que vous êtes dans un ascenseur, c'est un espace clos. Exactement. Donc en fait, on protège quoi. Je pense que pour lui, il n'y a aucune échappatoire possible, donc c'est ce qui décuple son agressivité. Il y a ma fille qui vient d'arriver. Il y a Anita qui vient de se réveiller de sa sieste. Elle est de bonne humeur là. Ça va mon amour? Tu vas aller dans ta petite piscine? Allez, va dans ta piscine sur le balcon. Donc c'est le premier, c'est la première alerte en fait, où on se dit oula, il y a quelque chose qui va pas. Et puis après, donc on sort dans la rue et là on voit qu'il y a un comportement complètement fou vis-à-vis des congénères et notamment des gros chiens. Où il essaye d'attaquer et aussi les humains. Les premiers temps, c'était les congénères et les humains. Vraiment, tous les humains qui passaient à côté de nous, il essayait de mordre les mollets, il attaquait en permanence. Ouais. Ok. Donc là, vous découvrez du coup un tout autre chien. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Est-ce que c'est la panique? Est-ce que... C'est quoi les premiers réflexes en fait que vous avez face à tout ça? La panique et surtout beaucoup de pleurs. Moi j'ai beaucoup pleuré parce que j'étais complètement démunie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu 2 chiens auparavant avec qui ça s'est très bien passé. Et là je me dis mais qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Donc il y a ce sentiment de culpabilité qui arrive. Peut-être on peut raconter un petit peu le contexte de l'arrivée de Gus aussi dans le monde en fait, de l'histoire de sa maman. En fait, Jolie, qui était la maman de Gus, vivait pendant... alors quand elle est arrivée chez Béatrice, elle avait 6 ou 7 ans, mais donc elle a vécu toute sa vie en fait au sein d'un foyer chez un monsieur qui avait le syndrome de Noé. Tout à fait, Donc c'est un syndrome où les gens accumulent en fait, comme le syndrome de Diogène avec les déchets. Donc là c'est pareil mais avec les animaux. Donc ce monsieur il habitait dans 10 mètres carrés et il accumulait en fait les chiens chez eux qui se reproduisaient entre eux. Ouais, donc il y a des problèmes de consanguinité, puis je sais plus combien il y avait de pinchers, mais il me semble qu'il y en avait 15. Plus que 2 mètres carrés, c'est ça. Il y avait 15 pinchers dans 10 mètres carrés. Et donc, il y avait 2 chiens, Jolie et Jola, qui étaient gestantes. Et ce monsieur, si Youker ne serait pas intervenu, ce monsieur se serait retrouvé avec 25 chiens, en fait, dans 10 mètres carrés, quoi. Là, je pense que... Donc, c'est un contexte où donc, la maman de Gus, en fait, a vécu dans cet appartement avec potentiellement des violences de la part de ce monsieur. La malnutrition aussi. De la malnutrition et surtout, c'est des chiens qui n'ont pas du tout été sociabilisés parce que c'est très compliqué de sortir 15 chiens en fait par une seule personne, quoi. Donc, voilà. Ils ont dû développer une forme d'agressivité entre eux. C'est ça, il y a tout cet héritage génétique. Alors, pour le coup, Gus n'a jamais vécu dans cet environnement, mais je pense que quand il est arrivé... il était dans le ventre de sa mère quand il est arrivé chez Béatrice. Et surtout qu'elle a accouché vraiment au moment où elle arrivait chez elle. Donc toute sa grossesse... Toute sa grossesse s'est passée chez ce monsieur et je pense qu'il y a... ayant moi-même été enceinte, je sais à quel point c'est important la période de grossesse parce que y a beaucoup de choses qui se transmettent au fœtus quand on est stressé, quand on a des périodes de joie intense. Enfin, on sait que le bébé peut potentiellement ressentir ça aussi. Donc c'est pareil chez les animaux, j'imagine, et j'en suis même sûre. Et en l'occurrence, Gus a dû ressentir des forts traumatismes. Je me demande même si elle n'a pas été frappée par son maître et qu'elle n'a pas pris des coups peut-être dans le ventre aussi, on ne sait pas. Mais
là, je suppute des choses, mais c'est fortement Oui. probable. Et Gus est arrivé chez Béatrice. Alors, même s'il n'a pas vécu dans cet environnement en étant voilà, Oui. vivant, entre guillemets, il était vivant dans le ventre de sa mère, mais voilà. Et ben, je me dis, quand il est né, sa mère était toujours traumatisée. Ça veut dire qu'elle était toujours en hypervigilance. Elle a dû lui apprendre la méfiance envers les autres chiens, parce qu'elle a dû se défendre, je pense, pour avoir sa propre nourriture. Donc, elle a dû lui apprendre la méfiance envers ses congénères, la méfiance envers les humains, parce que forcément, son maître devait la maltraiter. Donc, en fait, il avait confiance en personne. Et il a vu ça chez sa mère et il a reproduit potentiellement ce schéma extrêmement négatif et toxique. Ouais. Donc, Même s'il n'a pas vécu dans le même contexte que sa maman, il a quand même hérité de tous ces comportements qui se transmettent. Je pense, Je pense qu'il y a une part de ça. Donc tu vois tous ces comportements, t'es dépassé, tu pleures. Qu'est-ce que vous prenez comme initiative concrètement pour essayer peut-être de résoudre ce comportement ? Alors, on commence à en parler avec les autres propriétaires, les autres maîtres de Pinchernin qui ont été adoptés. On a un groupe... de cette même... Ouais, ok. De cette même portée. On a un groupe WhatsApp où on échange beaucoup et on voit qu'effectivement, il y a des problématiques. Et donc, je fais appel à toi, Julia, notamment, parce que tu as eu un Pinchernin de cette portée-là. Et on en discute et tu me conseilles, en fait, un comportementaliste pour Gus, parce que voilà, tu sens que ça peut potentiellement l'aider et que c'est vrai, nous, on est démunis. Alors, avant de faire appel à ce comportementaliste-là, on en a vu deux. Ce sont des comportementalistes plutôt de la méthode positive. Très positive, Bon, nous, on voit que oui, il y a des choses à faire, mais ça nous... ça nous en parle pas plus que ça et on voit que ça fonctionne pas forcément. Donc, on se dit qu'on va passer à quelqu'un d'autre. Et donc, on fait appel à ce Guillaume que tu nous conseilles. Et Guillaume va mettre en place des choses comme des boulons dans des canettes pour... en fait, les bruits métalliques effraient énormément les chiens, ou en tout cas les font redescendre dans une phase de stimuli intense. Et on se sert de ça. Bon, ça marche. Il y a les pistolets à eau aussi. Bon, ça fonctionne sur le moment, mais sur le long terme, j'ai pas l'impression qu'il y ait de changement significatif. Et bon, on fait des rendez-vous avec lui au parc de Vincennes, mais il est toujours agressif avec ses congénères et avec les humains. Donc, bon, ça n'avance pas plus que ça. Et on finit par regarder évidemment plein de vidéos sur YouTube, et notamment la chaîne Esprit Dog. Ouais. Et on trouve que la personne qui gère cette chaîne, qui s'appelle Tony, je crois, si mes souvenirs sont bons. Peut-être, je sais plus. On voit il fait une formation en ligne pour chiens réactifs, agressifs, et on se dit, ok, on va essayer, on va tenter, et on l'achète. Et on suit cette formation. Donc, c'est des conseils qui sont prodigués au fur et à mesure, avec plein de tests à faire, d'expériences. Et donc, on commence par les humains. On s'attaque aux humains, et donc on promène Gus de manière très serrée, très proche de notre corps, laisse tendue. Il y a toute une technique à avoir. Et on l'emmène vraiment dans les endroits les plus bondés possibles, à savoir des centres commerciaux. Pour l'exposer à tous les stimuli. Exactement, et pour augmenter son seuil de tolérance vis-à-vis des situations qui le mettent en difficulté. Et on se rend compte au fur et à mesure que ça marche. Ah ouais ? Parce que Gus n'agresse plus les humains au bout d'un moment. Ok. Ça s'arrête. Alors aujourd'hui, ça va lui arriver encore de voir des gens passer dans la rue, s'ils passent un peu trop brutalement, trop près de lui, ou s'il y a des bruits de chaussures, ou si la personne a un sac ou des choses dans son sac qui font gling, 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 ça va le... Ouais. Là, ça va le perturber. C'est très soudain et... Ouais. Voilà. Il faut que la personne passe de manière très, très cool pour qu'il accepte le passage de cet être humain, mais en soi, ça reste quand même... maintenant, il n'agresse plus les humains, et je pense que c'est grâce au conseil de cette chaîne qu'on a réussi à voilà. Donc c'était quoi en fait la méthode ? C'était vraiment juste le forcer à s'exposer à des situations très stressantes où il y a vraiment un cumul de différents stimuli, ou c'est quoi Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de le tenir très très proche de nous.
Ok. et en fait de l'encadrer. C'est-à-dire qu'on devait le promener avec laisse tendue pour justement pas Le laisser, en fait... lui laisser la possibilité Ouais. d'aller plus loin ou d'aller à gauche, à droite pour attaquer un humain. Donc il était cadré entre nous deux, laisse tendue, Ok. cube d'un côté, moi de l'autre, et vraiment il était collé à nos pieds. Et donc on Ok. marchait comme ça, on fait retour dans le Et centre ça, vous commercial. l'avez fait pendant combien de temps combien de On l'a fois fait pendant, je pense, plus d'un mois, ouais. Plus d'un Ok. mois. Et on a vu vraiment les améliorations. Après, il y a d'autres techniques qui consistent à promener son chien pendant 1 heure, à le dépenser pendant 1 heure, lui envoyer la balle, qui court vraiment, voilà, qui suffoque à la fin, et ensuite de l'amener vers les humains ou de l'amener vers ses congénères, parce qu'en fait, il n'a plus d'énergie pour être agressif. C'est-à-dire qu'il s'est tellement dépensé auparavant que il a les batteries à plat et... Ouais, mais est-ce que ça, sur le long terme, quand Et le puis, chien n'est pas sorti toute la journée parce que, je sais pas, il oui. pleuvait et que le soir, tu reçois des amis, est-ce En que fait, c'est un truc... voilà. Non, ça c'est C'est les limites. c'est la situation idéale, mais je veux dire, on n'a pas tous 1 heure pour aller promener notre chien en forêt et le lâcher et lui lancer des bâtons. Non, on n'a pas tout ça. Donc on l'a fait à ce moment-là parce qu'on avait vraiment envie que ça marche et donc on s'est donné des moyens. Mais là, en l'occurrence, par exemple, depuis que j'ai ma fille, on le promène beaucoup moins longtemps parce que c'est pas possible. Ouais, ok. Donc vous faites du coup cette méthode d'esprit dog. Ça va un peu mieux. Donc tu te dis, est-ce que tu souffles un peu? Tu te dis, il y a peut-être de l'espoir. Ça va même beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'au début, il agressait tout le monde. Chaque passant, c'était horrible. Moi, j'avais la peur au ventre. Enfin, vraiment, je me sentais tout le temps mal. On était en hypervigilance, comme lui d'ailleurs, parce qu'il fallait anticiper la moindre de ses réactions et c'était extrêmement complexe au quotidien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une balade de manière sereine et se dire « je promène mon chien, je suis contente ». Non, c'est « je promène mon chien, mais je ne fais que le regarder, être attentive au moindre de ses gestes, de ses réactions ». Enfin, c'est pas une promenade agréable en fait. Hein. Et donc là, moi, j'étais très soulagée et mon conjoint aussi parce qu'on a vu que vraiment il agressait plus les humains. En tout cas, de manière... Qu'il y avait du potentiel. Voilà, qu'il y avait du potentiel. Mais en revanche, au niveau des congénères, la problématique demeurait, quoi. Ouais. Donc vous arrivez à souffler un petit peu. Est-ce que c'est à ce moment-là, du coup, que vous vous dites que c'est peut-être le moment, du coup, de faire un enfant ? Est-ce que ça arrive à quel moment ? Est-ce que donc, c'est une conversation qui arrive à ce moment-là ou est-ce que c'est inattendu ? En fait, je pense qu'on a toujours dissocié le fait de vouloir un enfant et d'avoir un chien compliqué. Ouais. C'est quand on a su que j'étais enceinte où là on s'est dit attends, il va peut-être y avoir un problème avec Gus, mais en fait on n'a pas... Au début c'était vraiment le souhait d'avoir un enfant qui était le plus fort et on avait des inquiétudes, mais on s'est dit non. Oui, en fait ça faisait pas partie de la discussion à ce moment-là parce que... Non, parce que c'est... Voilà. Et après, on a commencé à se dire, non, mais ça va être compliqué peut-être avec Gus. Vous avez commencé à parler de ça. C'est arrivé, en fait, dès que j'ai appris que j'étais enceinte. C'est-à-dire que là, en fait, on réalise que ça va... Parce que, en fait, quand on a décidé de faire un enfant, on pensait que ça allait prendre du temps, parce que je suis quand même assez âgée. Hein. À l'époque, j'avais 38 ans. Donc, je me suis dit, ça va peut-être prendre 6 mois, peut-être même 1 an. Et en fait, non, ça réussit du premier coup. Donc, en fait, je pense qu'on s'était surpris. On s'était donné du temps pour parler de ça, le temps que je tombe enceinte. Et finalement, je suis tombée enceinte tout de suite. Donc là, on s'est dit, oulala, on n'a pas réfléchi à ça parce qu'on pensait avoir le temps d'y réfléchir. Et là, en fait, on est devant le fait accompli. Donc, comment on va faire ? Et je t'avoue qu'au début, c'est allé dans le sens de on va s'en séparer parce qu'on s'est dit que ça allait jamais fonctionner. Et on s'est dit... à qui on pouvait potentiellement le confier. Donc, il y a eu mes parents qui sont en Normandie, qui ont un grand jardin. Et on s'est dit, s'il arrive quelque chose, on peut... C'est ça, parce que vous vous dites quoi à ce moment donné ? Est-ce que vous commencez à vous projeter dans des scénarios tout de suite. Parce qu'en fait, quand on vit que des scénarios catastrophiques où il agresse des gens dans la rue, où il agresse ses congénères, et que... Certes, il y a eu une forme d'amélioration, mais qu'il y a toujours des problématiques ponctuelles.
en fait, on se dit qu'il y en aura aussi avec un enfant. Donc, on arrive... En fait, on voit un peu, pas tout en noir, mais on se dit, comment on va s'en sortir, quoi. Et puis, il est tellement... on peut pas anticiper sur ses réactions il est à Gus. imprévisible. Il est imprévisible. Donc, on ouais. se dit, mais comme on peut pas prévoir ces comportements, c'est impossible avec un enfant. Parce qu'avec un enfant, c'est faut ça, toujours parce que essayer vous d'anticiper. savez pas comment, en fait, ça va se passer le jour Non. J. Peut-être que ça va très bien se passer, mais peut-être qu'en fait, il va pas du tout accepter le bébé. Et puis surtout, la famille de mon conjoint, il y a énormément de bébés. Et Gus a déjà été amené dans des réunions de famille où il a été agressif. Il a montré son mal-être vis-à-vis de bébés ou de jeunes enfants. On sentait qu'il était vraiment pas à l'aise, qu'il voulait pas aller vers eux. Il faisait comme ça, et on sentait qu'il... Voilà. Est-ce que du coup il y a des gens de votre entourage, de votre famille qui vous disent bah non mais en fait Gus et le bébé c'est pas du tout compatible Non, personne ne nous dit ça, mais mes parents qui sont désignés comme de potentiels de potentiels adoptants me disent s'il y a le moindre souci, il vient à la maison. Mais ne me disent pas c'est sûr il y aura un souci. Non, ils sont pas du tout là-dedans. Donc en fait, vous avez ce backup, quoi. Vous vous dites, bon, bah, vous prévoyez un peu le pire, mais vous avez une solution de secours qui est très proche de vous, finalement. Hein, c'est ça? Parce que vos parents, ils habitent à côté de chez vous? Alors, les parents de mon conjoint, ils habitent à côté de chez nous, à 15 minutes. Et eux, pour le coup, ils aiment pas trop les... Enfin, à l'époque, ils aimaient pas trop les chiens. Maintenant, ils sont fous amoureux de Gus. Et mes parents sont en Normandie. Est-ce que tu arrives quand même à mener ta grossesse avec plus ou moins de sérénité, ou est-ce que c'est quelque chose quand même qui te pollue un petit peu l'esprit Je dirais que les premiers mois, oui, ça me pollue un petit peu, je me pose des questions. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ça devient même plus une question. En fait, je me dis, je continue ma grossesse et on verra bien. Ouais. En fait, déjà, tu es tellement contente d'accueillir ton enfant. Ouais. Et le fait surtout d'avoir une solution de secours, c'est ça qui te rassure en fait? Eh ben non, parce que finalement, il y a eu un petit souci avec mon père où on s'est brouillé et on se parle plus du coup. Et donc j'ai compris que je n'aurais pas de solution et d'alternative pour Gus. Donc finalement, je pense que ça m'a aidée à me dire quoi qu'il arrive, je vais tout faire pour qu'il reste avec nous et il restera avec nous. Ouais, je trouverai une solution quoi qu'il arrive. Je trouverai une solution quoi qu'il arrive et je ferai en sorte qu'il reste avec nous. Et finalement, c'est assez... Psychologiquement, c'est assez intéressant de se dire que quand on a une solution, on se dit oui, bah, peut-être qu'il va partir et ça va aller. Et finalement, on pourra vivre notre vie et il va jamais blesser ma fille. Alors qu'en fait, quand on n'a pas de backup, justement, eh ben, on se donne plus de moyens pour lui accorder... on se donne plus de moyens pour l'aider et puis on lui accorde plus le bénéfice du doute. En fait, tu dis que t'as pas le choix, quoi. Exactement, je me dis, bah, il est là et puis moi, je l'aime aussi très fort, hein, donc j'ai envie qu'il reste et voilà. C'est donc, ça, parce qu'en fait, t'as un lien quasiment fusionnel avec Gus. C'est mon fils. Ouais. C'est mon fils, c'est très fort. Est-ce que Cup, il a le même lien avec lui ou un peu moins? Non, moins. Pas autant. Moins, c'est-à-dire que... Quand je promène Gus et que Cup est à côté ou arrive ou m'accompagne et s'en va autre part, Gus, il va continuer la balade avec moi. Il va se retourner, où est mon maître? Et puis, il va continuer sa balade tranquillement. Moi, c'est différent, quoi. Quand c'est Cup on descend tous les deux, par exemple, pour promener Gus et je dois aller quelque part et je me sépare d'eux. Gus, c'est... Waouh! Il hurle à la mort, il tire sur la laisse, des fois il s'enlève son harnais. Et c'est pareil quand, par exemple, je dois rentrer dans un magasin et que Gus ne peut pas rentrer dans le magasin. C'est toute la ville qui est au courant que Gus est devant le magasin, quoi. Voilà. Et donc, est-ce que vous avez la même lecture de la situation avec Cup? Est-ce que lui, il stresse un petit peu moins ou est-ce que c'est plutôt toi qui as davantage... ce truc de te projeter en fait dans le pire des scénarios ou comment vous vivez la chose tous les deux en fait? Oui, je pense que moi j'ai toujours peur de ce qui peut se passer alors que Cup il est beaucoup plus serein
Il est beaucoup plus... Dans l'instant présent. Oui, oui. Et puis même, il a une humeur égale en permanence. Et ça, c'est très appréciable. Alors que moi, je vis beaucoup en fonction de mes émotions. Donc, je perds pied, en fait. Je perds les pédales quand je le vois perdre les pédales lui-même. Et voilà, ça fait effet boule de neige. Alors que Cup, il va souvent me... En fait, ça s'est plutôt inversé parce qu'au début, Cup était très calme, très posé vis-à-vis de Gus. Il me disait, mais non, ça va aller, on va y arriver. Et moi, j'étais très inquiète. Et maintenant que je sais à peu près ce qu'il a, que j'ai à peu près posé un diagnostic sur son comportement, maintenant, je me dis, ça va aller. Parce que de toute façon, il est malade et que, voilà, il a des petits soucis, quoi. Et alors que Cup perd patience plus facilement maintenant. C'est bizarre, ça s'est inversé, je trouve. Ok. Comment du coup vous préparez l'arrivée d'Anita avec Gus? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place? Je sais pas, je crois qu'à un moment donné tu m'avais parlé du fait d'avoir acheté une poupée ou un truc comme ça. Alors, on voulait acheter un faux bébé pour qu'il s'habitue justement à ce petit être, alors que il a l'habitude de voir tout le temps des adultes, un petit peu des enfants, mais c'est vrai qu'un bébé avec les pleurs, tout ce qui va avec, les odeurs, on voulait lui acheter une poupée. Bon, on l'a pas fait finalement, mais en revanche, ce qu'on a fait, c'est que quand j'ai accouché et que j'étais à la maternité, mon conjoint, il a pris le bonnet de naissance. Et il a pris les premiers bodys en fait, qu'on a fait porter à ma fille et il les a ramenés à la maison pour faire sentir à Gus, pour voilà, lui dire ok, il y a des nouvelles odeurs qui vont arriver à la maison, je te les présente avant pour que tu puisses t'y accoutumer. Et je trouve que ça a été une super démarche parce que je pense qu'il s'est dit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il s'y est pas habitué parce qu'il a grogné la première fois qu'il l'a vu. Mais en tout cas, il s'est dit, ok, il y a une nouvelle odeur qui va arriver à la maison. En tout cas. Donc ça, c'était après. Mais donc si on revient, on va en reparler tout à l'heure. Si on revient vraiment au jour juste avant l'arrivée d'Anita, comment ça se passe? Est-ce que déjà, donc, Gus, il reste ici à la maison ou est-ce que vous le faites garder justement par quelqu'un pour préparer cette arrivée? Comment vous gérez tout ça? C'est là où les parents de Cup, ils ont été incroyables. C'est que ce sont des gens qui ne sont absolument pas habitués aux chiens, qui n'ont jamais eu de chien. Et pour eux, dans leur culture, le chien doit rester à l'extérieur. Enfin, c'est pas un animal de compagnie, en fait. Ou alors vraiment lointain, quoi. Et quand j'ai perdu les os, mon conjoint les a appelés, il leur a dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je le laisse là? Vous essayez de venir le promener? Et tout de suite ils ont dit non, on le garde à la maison. Et ça a été un soulagement parce que jusqu'à la dernière minute, Est-ce que vous n'aviez pas prévu en fait ce moment En fait, on s'était dit que que mon conjoint allait faire des allers-retours en permanence pour venir promener Gus. Est-ce que ton accouchement était prévu? T'avais, je sais pas comment ça se passe, césarienne de prévu ou une date ou non, pas du tout? Ah non, c'est la vie, donc ça arrive n'importe quand. Ça peut arriver un mois avant, 2 semaines avant. Il y a une date quand même de terme. Oui, il y a une date de terme. Et après, il y a des bébés qui restent plus longtemps. Oui. C'était ton cas? Non. Moi, ce qui est fou, c'est qu'elle a été conçue le 16, elle est arrivée le 16. C'est vrai? Ok. Je me suis dit, là, elle est arrivée à terme. Les derniers jours, je me suis dit, c'est dans pas longtemps, quoi. Mais l'idée, c'était vraiment que mon conjoint rentre de la maternité régulièrement pour pouvoir promener Gus. Et en soi, la maternité, elle était quand même assez loin. Elle était à entre 20 et 30 minutes de voiture. Donc, moi, déjà, je lui avais fait part de mon inquiétude. Est-ce que vraiment, tu vas partir 3 fois par jour et que tu vas faire 3 heures finalement aller-retour pour promener. C'était dans Paris la maternité? Non, c'était pas très loin. En banlieue, à 20-30 minutes de chez nous. Donc moi je trouvais ça un peu compliqué, mais lui m'avait dit non, je vais le faire. Et puis finalement, au dernier moment, les parents se sont mis d'accord pour garder le chien, et j'avoue que ça a été un vrai soulagement. Donc en fait, quand il est allé porter le bonnet, il est allé le porter chez ses parents, quoi. Ok. Et donc tu rentres chez toi avec Anita. Et donc ensuite vous allez chercher Gus, du coup. À quel moment se fait la rencontre? Est-ce que vous attendez quand même quelques jours?
Non, dès qu'on rentre à la maison, Gus revient. Non, c'est... Direct. Bah oui, parce que c'est notre famille aussi, donc on a envie qu'il rencontre Vous êtes Anita. impatient, en fait, de... Ah oui, moi je suis très impatiente de voir sa réaction, de voir comment il réagit. J'ai un peu peur, bien sûr, j'ai une appréhension, mais... Et en même temps, j'ai tellement envie qu'il la voie, j'ai tellement envie qu'elle le voie aussi. Et donc, comment ça se passe, ce moment ? Et ben, au début, il grogne. Et on sent qu'il est... Ouais, il est pas content. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça bouge, mais en même temps, c'est pas très vigoureux. Bon, en même temps, c'est un bébé, quoi. Et en fait, on l'apaise. On le calme, on lui dit, regarde. On lui refait sentir le bonnet, on lui montre que c'est la même odeur. Et il reste là, il regarde, il est un peu méfiant. Mais il n'y a pas d'élan d'agressivité où il comprend juste pas trop ce qui se passe, quoi. Il est perplexe. Il découvre et... Ok. La glace se brise et... Je pense que c'est au fur et à mesure, vraiment. Les premiers jours, on sent qu'il n'est pas à l'aise, quoi. Il n'est pas à l'aise, il ne sait pas comment se positionner, il ne sait pas s'il doit la toucher. Et puis, un petit bébé, ça a souvent des gestes un peu brusques, il n'y a pas encore une motricité complète, donc forcément, il y a des petits gestes comme ça, et puis lui, ça lui fait peur. Comme avec les humains, comme avec les adultes auparavant. Donc, il a du mal à se positionner. Et puis... En fait, le fait qu'elle soit là tout le temps à la maison, je pense qu'au bout d'un moment, il s'est dit, ok, elle est là. Elle fait partie du paysage. Elle fait partie du paysage, elle fait partie de la famille. Donc, ok, on va apprendre à l'apprivoiser. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Et il finit par être curieux, par la sentir. Et puis, ma fille... elle grandit et elle a un tempérament très calme, très doux, elle sourit beaucoup. Et je pense que ça rassure Gus aussi parce que quand elle a su ramper, il a commencé à marcher à côté d'elle, du coup, puisqu'ils étaient au même niveau, alors qu'avant, on la portait tout le temps. Donc là, le fait d'être au même niveau, d'être au sol, ça l'a... Il s'est dit, waouh, elle fait la même chose que moi, elle fait la même taille que moi. Donc, il a commencé à plus s'intéresser à elle. Et alors là, c'est l'amour fou. Là. Il lui lèche le visage, il lui fait des bisous. Il est tout le temps à côté d'elle. Dès qu'il la voit arriver, il est super content. Il remue la queue quand je la ramène de la crèche. C'est le festival de la joie. Il est très attaché à elle. Ah mais oui. Gus, quand je promène Anita dans la poussette et qu'il y a Gus à côté et que je le promène aussi, en fait, Gus, on dirait la patrouille de France, quoi. Il est à côté et il surveille la poussette et il regarde si tout va bien, il regarde l'extérieur, il est en hyper-vigilance. Parce qu'en fait, c'est un mâle, donc il n'y a pas cet instinct de maternité comme chez une femelle, en fait, et pourtant, c'est le grand frère. Ah ouais. Ah non, mais il surveille tout ce qu'il y a autour. Il regarde la poussette. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche de la poussette, il n'est pas content. Ah oui. Et puis Anita lui rend bien aussi. C'est-à-dire que quand on va se promener, qu'on lui envoie des bâtons, qui court et qui revient en courant, Anita, elle l'applaudit, quoi. Elle le regarde et elle fait « ouais !» comme ça. Parce que je pense qu'elle le voit aussi un peu comme un grand frère, quoi. Elle est... vraiment, elle adore. Quand il joue avec des jouets, elle lui prend son jouet, après elle lui redonne pour lui dire regarde, t'as vu, je te donne ton jouet. En fait, il y a une interaction très mignonne entre les deux, quoi. Moi, je suis toujours touchée quand je les vois tous les deux parce que c'est complètement inespéré, parce que j'avais très peur qu'il soit agressif avec elle, et pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. En fait, ils s'apaisent un peu mutuellement, même si ta fille, elle est très très calme. Est-ce qu'il y a des moments où parfois elle est un petit peu gronchon et en fait, Gus, il l'apaise, ou je sais pas, des moments où il intervient comme ça et... Je pense que oui, des fois, quand elle pleure ou qu'elle est pas bien, Gus, il va s'approcher d'elle et il va lui lécher le visage, en fait. Donc ça, c'est bien aussi parce que du coup, elle est immunisée contre plein de bactéries. Oui, ça, j'avoue, c'est trop bien. Mais au-delà de ça, en fait, oui, il l'apaise parce que elle chouine, elle est pas bien. Et en fait, il va s'approcher d'elle, il va lui lécher le visage et elle va sourire. Elle va rigoler parce que ça la fait rire, quoi, d'avoir une langue comme ça. Donc, ça la fait rigoler.
Et est-ce que tu sens que Gus, du coup, il s'est apaisé davantage de façon générale, hein, Oui. depuis l'arrivée d'Anita? Oui, parce que c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est que son seuil de tolérance a augmenté, c'est-à-dire qu'il a laissé rentrer une inconnue dans son univers, sur son territoire, et donc il se dit, ok, c'est possible, en fait, qu'il y ait des changements dans l'environnement, et que ce soit acceptable, que je les accepte, et que j'adapte mon comportement vis-à-vis de ce changement, et que ce soit pas au changement, entre guillemets, de s'adapter à moi. Donc je trouve qu'il a vraiment, il s'est bien adapté, et ouais, je suis super contente de la relation qu'ils ont tous les deux, parce qu'on sent qu'il y a une vraie complicité. Chose que j'aurais jamais imaginé, quoi. Peut-être pas jamais imaginé, mais en tout cas, j'avais du mal à me projeter là-dedans, parce que je le voyais quand même très perturbé. T'avais peur? Ouais. Mais mes doutes se sont envolés très rapidement. Très rapidement. Après, voilà, il y a toujours une vigilance de ma part. Quand ils sont tous les deux, je reste à côté, je regarde. Ça m'est déjà arrivé de gronder ou de hausser la voix sur Gus, parce qu'en fait, parfois, il va vouloir jouer avec elle, donc il va mettre un peu maladroit, quoi. Voilà, c'est de la maladresse. Donc, il va mettre ses pattes près de son visage, ou il va chiquer, mais pour jouer. Là, je sais que c'est pour jouer, parce que j'arrive à faire la distinction maintenant de chiquer pour vraiment attaquer et chiquer pour jouer. Donc là, je le sens dans un mood joueur. Et je vois qu'Anita, c'est trop près de son visage, et là, j'interviens, je hausse la voix, et tout de suite, il s'arrête. Il sait très bien qu'il a des limites avec Anita, et qu'il faut qu'il fasse attention, en tout cas, à son comportement. Il le sait. Et il n'y a pas eu de situation de stress où tu t'es dit, je sais pas trop, peut-être qu'il va attaquer, ou peut-être que non, t'as toujours fait confiance, et... De toute façon, tu connais ton chien, et tu sais qu'en fait, quand ça passe et quand ça passe pas, quoi. J'essaye vraiment de me dire qu'il est capable. Il est capable et qu'il peut y arriver, parce que quand on a fait justement on a suivi ces stages pour calmer son agressivité vis-à-vis des humains, quand j'ai vu qu'il était possible qu'il s'améliore, je me suis dit, en fait, il a du potentiel. Il peut y arriver. Il a les moyens d'y arriver, parce que il arrive à apprendre, il arrive à se contenir, et voilà, il est susceptible d'évoluer. Donc je me suis dit, avec un enfant, ce sera possible aussi. Et je pense qu'il y a le fait de l'entourer beaucoup d'amour tout le temps, parce qu'il est jaloux aussi un peu d'Anita. C'est ça, justement, j'allais te demander, en fait, comment tu arrives à gérer, justement, parce que t'as une relation complètement fusionnelle avec lui, et le fait que tu donnes davantage d'attention à Anita. Comment est-ce qu'il a géré tout ça? Est-ce qu'il était frustré? Est-ce qu'il te le faisait comprendre? Ouais. Tout le temps, mais même encore aujourd'hui. En fait, on se met sur un tapis, je vais jouer avec ma fille, donc, comme tu dis, je vais lui accorder beaucoup d'attention, je vais lire avec elle, je vais lui montrer un jouet, etc. Et lui, en fait, il va être à côté, mais il va pas être dans une jalousie agressive. Il va être dans une jalousie mignonne, c'est-à-dire qu'il va venir me voir et il va venir avec son museau me dire « Hé, je suis là, exactement ». Des fois, il s'étale sur moi de tout son long, genre « Hé, je suis là, maintenant tu me caresses, ok ?» Mais c'est vraiment rigolo, des fois, je me dis « Mais quel chien fait ça, quoi ?» On sent vraiment la jalousie, mais mignonne, quoi. Et des fois, voilà, il va vraiment se mettre les pattes sur mes épaules et me demander un câlin. Il faut que je le caresse pendant 5 minutes. Et du coup, je délaisse un peu Anita. Je lui dis, Anita, il a besoin de câlin aussi, ton frère. Parce que pour moi, ils sont frères et sœurs. Et il a besoin de ces moments d'attention. Et après, surtout quand Anita, elle dort, je lui accorde beaucoup de câlins. Là, vraiment, je lui accorde des temps à lui uniquement. Ouais, t'arrives quand même à te retrouver toi-même dans tout ça, entre Gus et Anita, ou t'as quand même un peu de mal à trouver du temps pour toi-même? Alors, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais ça me dérange pas. Il y a tellement d'amour, c'est-à-dire que je suis sur le tapis avec ma fille qui vient me faire des petits câlins, qui joue avec moi, Gus de l'autre côté qui me réclame de l'amour, et des fois j'ai Gus là, j'ai Anita là. En fait, je me sens comme la Pachamama. Je me sens comme la mère nourricière. Enfin, je sais pas, je suis remplie d'amour, et je me dis, mais j'ai tellement de chance d'avoir
d'avoir les 2 quoi, à côté de moi. Puis alors Mmh. après, quand il y a mon conjoint qui rentre, il y a les Ah ouais, là, 3 c'est donc la là, totale. c'est wouh! L'ocytocine, elle est à son max Ouais. là. Donc Ouais. Donc en fait, tu arrives à t'y retrouver finalement, ouais, parce que mmh. en fait, il y a que de l'amour, quoi. Il y a Ouais. que de l'amour, de tous Ouais. les côtés. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu Gus avant, ça t'a préparé quand même à la maternité? Parce Oui, que tu disais aussi que finalement ouais. Gus, il est beaucoup plus difficile qu'Anita, hein? Oui, ouais, ouais. En fait, Gus, c'est par exemple, quand on part en vacances, c'est très compliqué pour le promener, dans une ville où il y a beaucoup de touristes, enfin, comme il est Mmh. tout le temps en hypervigilance, en fait, il est très anxieux, donc il va pas forcément mordre des gens parce qu'il le fait beaucoup moins qu'avant. Il a quand même des fois des petits sursauts de rechute, Ouais. mais il le fait quasiment plus. Mais il a peur. En fait, il est dans l'angoisse permanente de oh, attention, il y a quelqu'un qui débarque. Oh là là, il y a quelqu'un qui passe à côté de moi. Et donc, on a trouvé une astuce et je la donne OK, on la veut, pour les on prend. parents. C'est qu'en fait, nous, on a Anita dans la poussette et sous la poussette, il y a généralement Un un espace filet, pour, un espace pour mettre les couches, mmh, je sais pas, le sac à dos, la bouffe, la gourde, ouais. etc. Et ben nous, on met Gus. OK, et il reste tranquille, Et il reste sous la poussette, sauf si effectivement il y a un gros chien au loin et mmh, que voilà. Mais s'il y a que des humains, il reste dans la poussette et il regarde le monde. voilà, parce que il faut Il savoir. surveille Anita. Voilà, il est sous Anita, donc il sait Ouais, qu'elle est là parce qu'il la sent et voilà, il regarde le monde et ça nous est ouais. arrivé plusieurs fois de faire ça dans des magasins où il Mmh. reste en dessous et les vigiles, c'est interdit aux chiens et les vigiles le voient même pas et Bah ouais. on va dans le Mmh. magasin et tout se Tu passe le bien. tiens quand même attaché ou Oui, pas oui, tellement? Ouais, il il a a une une, laisse, ouais, ouais. il a une laisse, il est attaché à la Mmh. poussette et donc il peut pas, s'il Ouais, sort le compartiment, ouais, du compartiment, enfin, il peut pas aller bien loin, quoi. mmh, Donc oui, oui, il y a toujours une sécurité, mais mmh, moi je trouve que c'est une astuce qui nous a sauvés plus d'une fois parce que il faut savoir que Gus, il est très compliqué à promener en laisse quand il y a des gens parce qu'il va, pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il va à droite, à gauche, il est stressé, il sait pas comment, il s'enroule et des fois ouais, c'est compliqué de le promener, alors que mmh, quand il est lâché ou quand il est isolé comme sous la poussette, bah, mmh, on peut souffler un petit peu, quoi. On peut regarder ouais, autour de nous, on n'est pas toujours focalisé sur lui, quoi. Donc c'est une petite astuce qu'on a trouvée. ouais, et bah, on prend. Bah, écoute, pour finir, est-ce que tu as peut-être un mot pour les personnes qui sont dans la même situation que toi, qui ont un chien réactif et qui attendent un enfant? Ou est-ce que tu as des conseils, des choses que tu aurais bien aimé savoir avant justement de vivre tout ça? Ou c'est quoi ton mot justement pour ces personnes-là? Moi, je pense qu'il faut toujours faire confiance à son animal, il faut toujours croire en lui parce Mmh. que il a toujours des ressources Caché. cachées, des ressources auxquelles on n'avait pas pensé. Et en fait, face à la vie, face à une naissance, j'ai l'impression qu'on est tous au même niveau, c'est-à-dire qu'on est tous émerveillés, et même les animaux. Donc, il faut croire en eux. Il faut vraiment, en tout cas, les laisser appréhender ça, connaître ça. Il faut leur laisser une Laisser chance, en le fait. temps, ouais. Parce que un enfant, c'est là et ce sera là pour une très longue période, a priori. Donc, le chien va finir par s'adapter. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais c'est parce que Gus a été exceptionnel avec Anita et avec nous. Donc, Ouais. Est-ce que mais tu trouves que ça a été aussi bénéfique pour Anita? oui, 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 Ouais. complètement. Je pense que c'est une vraie chance pour un enfant de grandir avec un animal. Je le sais parce que je l'ai vécu aussi. Mmh. On développe de l'empathie. Je pense vraiment, c'est quelque chose de très beau, quoi. On grandit avec un être tout poilu à côté de soi qui parle pas, mais qui a plein d'émotions. Mmh. Et voilà, il y a des câlins, il y a des gestes. Je sais pas, non, c'est une vraie chance pour moi de grandir avec un animal. Ouais, donc il faut persévérer quoi, malgré tout Mm. et faire confiance et leur donner, En tout beaucoup cas, d'amour et en tout cas, leur laisser la possibilité de. Ouais, leur laisser une chance. Leur laisser une oui. chance de. Après voilà, il y a des histoires où effectivement, bah, ça se termine pas toujours de cette façon et où c'est beaucoup trop Ouais. compliqué, où les gens ne peuvent pas faire autrement.
J'entends qu'il y a toujours un risque. Après, faut préparer le chien, faut aussi lui apporter beaucoup d'amour au quotidien pour qu'il se sente sécurisé, protégé, parce que je pense que Gus, pour le coup, il sait qu'on l'aime et il sait qu'on lui donne énormément de câlins, qu'on est vraiment très affectueux avec lui au quotidien. Donc, je pense que ça l'a rassuré aussi, tout cet amour. Et ça dépend de plein de choses, mais s'il y a de l'amour et il y a de la patience, on peut que y arriver, je pense. Merci beaucoup, Ingrid, d'avoir Merci à toi. raconté tout choisi. ça sans filtre. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses pour toi, pour Cup. Alors, je sais jamais comment on dit. Cup. Ouais, Ok. Cup. Anita et Gus. Et on espère que ça ira que mieux et que voilà, Anita grandira aux côtés de Gus et que voilà. Ouais, mais c'est sûr qu'ils vont évoluer les deux ensemble. Main dans la main, ouais. Patte dans la main dans la patte. Patte dans la main. Ouais, merci Ingrid. De rien, merci à toi de m'avoir choisi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est toujours précieux et ça soutient énormément le podcast. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de chien.